BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandour. Bienvenue dans BFM Crypto, le club. On est ensemble en direct jusqu'à 15h30 comme tous les jours. Les dernières actus, les cours, les nouveautés. Vous êtes au bon endroit aujourd'hui. Autour de ce plateau, Lilian Aliaga, cofondateur d'Ocresearch. Bonjour Lilian. Ravi de vous retrouver. Maxime Euzet, journaliste crypto à la Tribune. Bonjour Maxime. Et Pauline Armandet, journaliste crypto à BFM Business. Bonjour Pauline. Bonjour. Ravi de vous avoir sur le plateau. Continuez à nous écrire dans cette émission. On répond à vos questions, vous le savez, tous les jeudis entre 15h et 15h30. Notre adresse crypto@bfmbusiness.fr. Des questions les plus simples aux questions les plus compliquées. Vous nous les posez sur cette adresse et on vous répond avec nos experts. Le club BFM Crypto, c'est parti. Soyez les bienvenus. Pas mal d'actualités. On va évidemment, Maxime Euzet, commencer par ce soubresaut sur le cours du Bitcoin. On l'a surveillé ce week-end. Hein. Oui, Bitcoin nous a fait peur. Hier, dans l'après-midi, il est passé tout d'un coup de 102 000 $ à 98 000. Donc, il a passé le symbole des 100 000 $ avant de remonter finalement cette nuit à son niveau. Ouf. Ouais, 200 000 $. Alors, pourquoi cette chute soudaine ? Eh bien, parce que les États-Unis ont attaqué l'Iran, vous le savez. Plus précisément, ils ont bombardé 3 sites nucléaires dimanche matin. Donc les États-Unis entrent officiellement en guerre avec l'Iran et Téhéran a même promis des représailles. C'est donc une situation particulièrement compliquée, mais finalement, eh bien, il y a eu peu de mouvement puisque le Bitcoin a retrouvé son cours d'avant l'attaque. Oui. Alors pourquoi ? Selon Alexandre Baradez, un analyste interrogé par La Tribune, Bitcoin se comporte en fait en ce moment comme les actions. Or, la bourse, elle, n'a pas non plus bougé ce matin, car les investisseurs, en fait, ne croient pas en un embrasement du Moyen-Orient. Pour autant, l'analyse d'IG prévient, les cours de la bourse et des cryptos pourraient quand même baisser de 5 à 6% dans les prochaines semaines en fonction de l'évolution du conflit. Et surtout, la chose à regarder, c'est en fonction de l'évolution du prix du pétrole. Parce que si le pétrole monte au-dessus de 90 $, donc là aujourd'hui il est à 73 000, 74 000, ça pourrait vraiment inquiéter les investisseurs qui dans ce cas-là vendraient des actions et vendraient du Bitcoin. On va voir ce qui se passe du côté du détroit d'Ormuz pour la suite sur le pétrole, effectivement. Malgré la chute, cela dit, Pauline, Bitcoin a passé 44 jours au-dessus des 100 000 $. Donc finalement, on n'est quand même pas dans l'inquiétude. C'est un record, 44 jours. Bah ouais, effectivement, c'est un record parce que la dernière fois que le Bitcoin était resté aussi longtemps au-dessus des 100 000 $, ça a duré 6 jours. Au mois de janvier, je n'ai pas les jours exacts, mais c'est vrai que là, rester aussi longtemps au-dessus de ce seuil symbolique, ça montre quand même la résilience du Bitcoin par rapport à toutes les tensions économiques et géopolitiques qu'on a pu connaître ces derniers temps, et notamment avec l'impact des tarifs commerciaux et douaniers de Donald Trump. Donc c'est aussi à souligner cette résilience du Bitcoin et à voir ce qui se passe sur les prochains jours, s'il peut battre ce record des 45 jours au-dessus des 100 000. On va voir ce qui se passe, effectivement, rien de réellement inquiétant. Le contexte géopolitique qui a aussi impacté les altcoins. Et vous vous intéressez beaucoup aux altcoins en ce moment, Lilian Aliaga. Effectivement. Non, alors d'abord, je repartirai sur ce contexte qui a été bien posé par Maxime. Effectivement, ce week-end, il y a eu beaucoup de tensions sur le marché des cryptos qui a corrigé. Bitcoin qui franchit pour la première fois depuis plus de 40 jours le niveau des 100 000 $. Ça faisait bizarre de le revoir à 5 chiffres, ça faisait un petit moment. Ouais. Et tout comme Pauline, je voulais souligner quand même la résilience du Bitcoin. Parenthèse sur ce sujet-là, je pense qu'il y a 2-3 ans, de telles annonces auraient engendré un moins 30% sur Bitcoin dans le week-end. Et on voit que voilà, Bitcoin a changé de dimension aux yeux des investisseurs, dans leur manière d'investir aussi. Donc c'est plutôt positif. Donc voilà, je ferme la parenthèse sur ce sujet-là. Mais effectivement, concernant les altcoins, ça a été, comme souvent, plutôt catastrophique. Oui. Si on regarde par rapport à leur sommet de mai, juin, les récents sommets, on est de l'ordre de moins 30 à moins 40% sur la majorité des altcoins. Et ça fait écho justement à la dernière chronique que j'ai tenue ici il y a 2 semaines où j'expliquais qu'il était devenu très difficile d'investir sur le marché des cryptos pour les personnes qui souhaitaient se diversifier en se positionnant sur des altcoins. Parce que quand on est en phase haussière, on a très très peu d'altcoins qui arrivent à faire de meilleures performances que Bitcoin. Et quand on est en phase baissière, la majorité des altcoins, si ce n'est toutes, se font écraser par le marché et on a des sous-performances qui sont assez drastiques. Donc le ratio risque-rendement entre Bitcoin et les altcoins est complètement défavorable aux altcoins. Et pourtant, on a des investisseurs qui continuent
à essayer de se positionner sur les altcoins parce qu'il y a quand même des opportunités, mais elles sont plus compliquées à trouver. Et ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que en fait, il faut changer vraiment cette grille de lecture. Si on est investisseur aujourd'hui et qu'on a pris de plein fouet cette chute du marché des cryptos alors qu'elle était un petit peu attendue, alors il faut quand même se poser la question de je dois améliorer ma stratégie, je dois repenser ma stratégie et me mettre à jour parce qu'on n'est plus en 2021, on est en 2025, le marché a changé. Et c'est un peu le message qu'on essaye de faire passer avec Hawk Research. Et je vais prendre l'exemple du début en fait de cette histoire du conflit et ce qui a engendré le début de la baisse sur le marché des altcoins, c'est les premières rumeurs de l'entrée de l'Iran dans le conflit. Quand on a eu ces infos-là, avec les équipes d'Hawk Research, on s'est posé la question, bon, quels sont les différents scénarios à venir ? Dans tous les scénarios, c'était plutôt négatif pour les marchés à risque. Et donc, c'était très certainement négatif pour les altcoins. Donc, on n'a juste pas envie d'être exposé aux altcoins. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on essaye de faire comprendre aux investisseurs, c'est qu'il faut adopter une réaction qui est pragmatique, qui est prudente et qui est surtout proactive. C'est-à-dire qu'on voit cette annonce-là, on se dit personne n'a envie de détenir des altcoins dans ce moment-là parce que si on baisse, on va baisser très fort. Donc, on vend ces altcoins, tout simplement. Pour du dollar ou pour du Bitcoin si on veut rester exposé au marché, parce que comme on le voit, le Bitcoin quand même montre une certaine résilience, ou après il y a d'autres stratégies pour ceux qui sont plus experts, aller se hedge en utilisant les contrats futurs, etc. Mais peu importe, c'est le premier réflexe qu'on doit avoir aujourd'hui en 2025 quand on a des annonces comme ça et qu'on est investi sur des altcoins, c'est se désexposer du marché. Tout simplement. Et puis pardon, mais quand ça baisse, c'est effectivement, pour ceux qui en ont, c'est une moyennement mauvaise nouvelle. Et encore, ça baisse pas énormément, mais c'est surtout une très bonne nouvelle pour ceux qui ne sont pas encore rentrés. En l'occurrence, enfin, faut quand même rappeler que ça c'est une opportunité. On dit toujours, ça y est, c'est passé au-delà de 100 000, j'y touche plus, Bitcoin, c'est trop tard. Non, il y a encore des moments où ça passe en dessous des 100 000 $ et où là, on peut peut-être se reposer la question. Effectivement. Et là, donc, pour ceux qui ont réussi à couvrir les pertes sur leur portefeuille en justement se désexposant au marché il y a quelques semaines avant l'escalade du conflit et donc la chute des altcoins, peuvent se poser légitimement la question aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que c'est le bon moment pour rentrer, pour se repositionner ? Et notamment, en particulier sur les altcoins, parce que j'insiste là-dessus, ça peut sembler un peu négatif mon discours sur le sujet, mais non, il y a encore des opportunités sur les altcoins. Néanmoins, il faut être plus précis dans son analyse. Et donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui si on est investisseur et qu'on se dit, bon, j'aimerais me repositionner ? En fait, on va tout simplement essayer de chercher les altcoins qui sont forts, les actifs qui sont forts aujourd'hui. Alors, il y a deux types d'actifs forts, enfin, en tout cas, il y a deux manières de les détecter, s'ils sont forts fondamentalement et s'ils sont forts sur le marché. Fort fondamentalement, ça veut dire, grosso modo, qu'ils s'inscrivent dans un secteur d'activité qui est fort. Donc, ça va être le lending, ça va être les stablecoins, ça va être les DEX perpétuels. En ce moment, ce sont des secteurs qui sont forts dans le marché des cryptos. Et donc, on va chercher les actifs qui sont soit les leaders de ces catégories, soit qui sont des outsiders qui montrent une certaine croissance ces derniers mois, une vraie croissance organique et donc un intérêt du marché. Ça, ce sont les projets qui sont forts fondamentalement. Il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, on va filtrer une nouvelle fois, on va chercher les actifs qui sont forts sur le marché. On va regarder la dernière correction, quels sont les actifs qui ont le moins corrigé par rapport à Bitcoin ou par rapport au dollar. Il y en a quelques-uns qui s'en sortent bien. Ça veut dire que quand on a une correction, il y a effectivement en face des investisseurs qui, eux, veulent en profiter pour augmenter leur exposition à cet actif en espérant un rebond plus tard. Et donc, une fois qu'on a filtré tout ça, on se retrouve avec une liste d'actifs qui se compte peut-être sur les doigts d'une main, mais ce sont les altcoins sur lesquels on peut envisager, selon son profil d'investisseur et selon sa vision, de se réexposer au marché avec un DCA, avec des points d'entrée, peu importe, à sa manière. Mais en tout cas, voilà, ce sont des bons moments pour entrer à condition d'avoir évidemment une stratégie et une bonne vision et une bonne analyse des altcoins. Une stratégie, une information, on ne fait pas n'importe quoi, c'est du long terme. Enfin, ce sont quand même des règles quand on investit qui sont importantes à respecter. Les cours des cryptos font grise mine, Maxime, mais il y a de bonnes nouvelles du côté des ETF. Et oui, notamment du côté de l'ETF sur Ethereum, puisqu'on parlait des altcoins. Alors, on le rappelle, un ETF, c'est quoi ? C'est un fonds coté en bourse qui réplique un indice ou ici le cours d'une crypto-monnaie. Et en fait, la société d'analyse Arkham a annoncé que BlackRock, le géant du secteur des ETF, a acheté 750 millions de dollars d'Ether, la crypto-monnaie d'Ethereum, en juin pour financer son ETF. C'est l'un des plus gros achats mensuels du groupe et c'est un très bon signe pour Ethereum qui n'a, on le rappelle, toujours pas atteint son record historique de 2021, contrairement à Bitcoin qui a lui pulvérisé son précédent record.
Alors, la manne financière des ETF pourrait donc peut-être faire monter finalement le cours de cette crypto qui stagne là depuis plusieurs mois. Ouais. D'autant que les achats de BlackRock pourraient être encore importants dans le futur, puisque, on le rappelle, l'ETF Ether de BlackRock est encore petit. Il n'a que 4 milliards de dollars d'encours sous gestion, quand l'ETF de Bitcoin de BlackRock a 70 milliards de dollars. Donc il y a beaucoup de marge de manœuvre. Et d'autres cryptos, d'autres altcoins pourraient aussi bénéficier des flux d'investissement massifs des ETF, puisque un responsable de BlackRock vient d'annoncer au Financial News aujourd'hui qu'il réfléchit à lancer un ETF, à lancer d'autres ETF sur d'autres crypto-monnaies. Qu'est-ce que ça peut donner, Lilian Aliaga? Déjà sur Ether, on sait que quand BlackRock bouge, ça fait bouger tout le secteur. Effectivement, alors on a beaucoup parlé des autres ETF ces derniers mois, et effectivement, c'était ce que moi je répétais, n'importe qui peut déposer une demande pour un ETF sur n'importe quelle crypto. Le vrai symbole qu'il faudra qu'on attende, c'est celui de BlackRock. Quand BlackRock se positionnera, ça voudra dire qu'on a de fortes chances que cet ETF-là voit le jour. Actuellement, on est à peu près... ce qu'on estime, c'est que les ETF qui ont le plus de chances de voir le jour dans les prochaines semaines ou les prochains mois, ce sont les ETF sur Solana, Litecoin, XRP et probablement Dogecoin. Parce que ce sont des actifs qui ont un certain historique, qui ont une grosse capitalisation, qui génèrent beaucoup de volume d'échanges quotidiennement sur le marché. Et donc ce sont des actifs qui ont plutôt la confiance des investisseurs. D'ailleurs on les retrouve souvent, et ça peut étonner des gens qui investissent quotidiennement dans les cryptos, parce que ce ne sont pas du tout les cryptos les plus en tendance, mais on les retrouve souvent dans les tops des actifs présentés par des Grayscale ou des grands fonds, parce que voilà, ce sont des actifs de référence qui existent depuis longtemps. Et d'ailleurs on a eu une discussion il n'y a pas longtemps avec celui qui est notre référent à tous sur le sujet des ETF, Eric Balchunas, qui est le responsable de ce sujet-là chez Bloomberg, et c'est justement par ce biais-là qu'on était informé de toutes les nouveautés sur les ETF, notamment lors des ETF Bitcoin Spot. C'est vraiment cette personne qui arrivait à nous fournir toutes les informations. Il a tenu une conférence il y a 2 semaines lors de Proof of Talk, donc un événement crypto qui est organisé à Paris, où il donnait son avis. Il estimait à hauteur de, je crois, 80% de chance l'approbation des ETF Solana dans l'été. On a eu la chance de discuter un peu en off avec lui. Il nous disait que voilà, pour lui, c'est quasiment certain que les ETF Solana seront approuvés d'ici l'été et que suivra derrière un ETF XRP, Litecoin probablement et éventuellement Dogecoin. Donc voilà, il est assez certain que ça viendra et que ce sera aussi évidemment propulsé par BlackRock. Oui, s'y met effectivement. Pauline. Et juste une petite précision sur les ETF d'autres crypto-monnaies. Il y a eu 70 demandes, de dépôts de dossiers qui ont été effectués, notamment sur des crypto-monnaies majeures, comme tu mentionnais, Solana, Dogecoin, XRP. Et voilà, c'était juste pour donner les précisions sur le nombre de dossiers déposés, en sachant qu'aujourd'hui, on a 11 ETF Bitcoin Spot, 9 ETF Ether Spot. Et là, à voir si ces différents dossiers seront validés ou non. Mais c'est vrai qu'avec la SEC et le nouveau patron qui est pro-crypto, il y a quand même des chances que ces différents dossiers puissent aboutir rapidement. Lilian. Et sur le sujet des ETF Ethereum Spot également, il faut rajouter aussi quelque chose, c'est qu'il y a actuellement des discussions pour le faire évoluer vers un ETF qui permettrait le staking. Puisqu'on le sait, Ether, c'est un actif qui est générateur de rendement, à la différence de Bitcoin. Oui. Les actifs qui génèrent du rendement, ça plaît à la finance traditionnelle. Le problème étant que comment est-ce qu'on propose un ETF, c'est toute la discussion actuelle, comment est-ce qu'on arrive à proposer un ETF qui génère du rendement, qui est redistribué aux détenteurs quand on a un actif qui est centralisé sur une blockchain. C'est très compliqué à mettre en place. En plus, il y a des grosses discussions parce que sur les dernières années, la SEC considérait que le staking était assimilé à un security, donc ETH devait être assimilé à un security. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a des grandes discussions sur ça. Ouais. Et il y a des avancées et il est probable que dans les mois à venir, on puisse potentiellement expérimenter l'intégration du staking et donc du rendement sur les ETF. Et là, ça pourrait aussi booster l'adoption de ces ETF Ethereum Spot parce que on exploite vraiment le plein potentiel de cet actif-là aux yeux de la finance tradi. Oui, Maxime. Moi, j'ai une question quand même par rapport à la pertinence des altcoins, parce que le narratif de Bitcoin, c'est de dire que c'est une monnaie décentralisée, la première, la seule qui est presque la seule qui est en proof of work et qui a autant d'historique. Les altcoins, leur proposition, c'est quand même de créer tout un écosystème de finances décentralisées. Or ça, on voit que
c'est quand même en train un peu de patiner par rapport à ce qu'il y avait en 2021. Du coup, est-ce que vous pensez que la valeur ajoutée de Ethereum, de Solana est toujours là et vaut toujours la peine de voir ces monnaies augmenter, même si leur usage du coup est moins pertinent? Lilian. Alors, par rapport à Bitcoin, ça c'est un fait et j'insiste là-dessus. Le seul actif dans le marché crypto qui a une vraie proposition de valeur claire, précise, c'est Bitcoin. Ça c'est un fait, elle n'a pas bougé et elle se confirme de jour en jour. Pour le reste, c'est purement de la spéculation et plus on avance, plus on réalise qu'effectivement, Ethereum n'a pas la proposition de valeur d'être une réserve de valeur, justement, ce que d'autres essayaient de faire croire, en tout cas il y a 2-3 ans. À l'époque, on était encore en proof of work et ainsi de suite. Ça n'est pas le cas. C'est d'autres propositions de valeur. Pour la majorité des altcoins, je pense qu'il n'y a pas assez la thèse d'investissement n'est pas assez claire pour que ça réussisse. En tant qu'actif pour un ETF. Alors Dogecoin, justement, et ça c'est un avis tout à fait personnel, je pense que c'est peut-être l'actif qui a le plus de sens aux yeux de la finance traditionnelle. Je vais m'expliquer là-dessus parce que ça peut paraître étonnant. Oui. En fait, je vais préciser quelque chose. Les altcoins, effectivement, les propositions de valeur ne sont pas claires. Pour Ethereum, on peut se dire, ok, il y a cette idée d'aller représenter la finance on-chain parce que c'est plus rapide, parce que c'est plus efficace, ça coûte moins cher et qu'on tend vers un avenir où la finance se passera sur la blockchain. Des acteurs comme BlackRock le voient comme tel, et je pense que ça viendra. Et ça se passera probablement sur Ethereum parce que c'est le réseau le plus sécurisé, le plus décentralisé actuellement, et qu'il y a le plus de chances que ça se passe là-bas. Donc on peut trouver une certaine proposition de valeur à Ethereum dans ce sens-là, et ça peut être logique d'avoir un ETF pour Ethereum. Pour le reste, pour l'instant, je vois pas pourquoi ça intéresserait la finance traditionnelle, si ce n'est de spéculer. Mais si vous voulez spéculer sur les altcoins, alors vous spéculez sur Ethereum. Pour Dogecoin, il y a un peu quelque chose d'autre, c'est que dans les grandes tendances qu'il y a sur le marché des cryptos, qui ont toujours existé et qui continueront très probablement d'exister, c'est cette volonté de spéculer sur quelque chose qui n'a aucun fondamentaux. On a beau essayer de rendre ce secteur tout à fait sérieux, on ne peut pas oublier qu'il y a une partie du marché des cryptos qui est composée d'actifs qui n'ont aucun fondement technologique, aucune proposition de valeur, si ce n'est réunir une communauté et spéculer sur ça. Et d'ailleurs, presque même, j'ai envie de dire, se moquer des actifs numériques qui se veulent être des grands projets qui vont révolutionner le monde. Et donc peut-être que Dogecoin, c'est un peu le représentant de ça et que ça peut aussi, d'une certaine manière, intéresser la finance traditionnelle de jouer sur ça, qui est quand même tout un grand pan de l'industrie crypto qui a toujours existé, qui continue d'exister encore aujourd'hui et qui continuera d'exister. Donc avoir un proxy pour s'exposer à ça, qui est un Dogecoin qui est quand même très valorisé et voilà, c'est en ça que je pense que ça peut encore être intéressant et que ça peut leur plaire. Et pendant ce temps, on continue. La réglementation, la régulation européenne avance. Maxime, il y a eu des bonnes nouvelles. Absolument. Donc c'était vendredi. 2 entreprises ont obtenu leur permis européen de prestataire de services sur cryptoactifs, PSCA. Il s'agit de Coinbase au Luxembourg et de Goin en France. Ainsi, la société d'investissement Goin devient la 2e entreprise agréée par l'autorité des marchés financiers après The Block. C'est un bon signal pour la centaine d'entreprises françaises du secteur qui doivent obtenir leur permis avant juillet 2026. On rappelle, s'ils n'obtiennent pas ce permis, ils n'auront plus le droit d'exercer en Europe. Mais pour autant, l'AMF affirme que même si elle a augmenté ses équipes pour pouvoir étudier les dossiers, toutes les entreprises ne vont pas réussir à avoir leur permis. Et dans un entretien accordé à la Tribune, l'avocat spécialiste des cryptos Arnaud Toiti explique que beaucoup d'entreprises ont tendance à procrastiner dans leur dossier et l'avocat craint que beaucoup d'entre elles se mettent en difficulté car le permis est en fait très difficile à obtenir. La preuve, il n'y en a que 2 qui ont réussi pour l'instant depuis décembre. Et Arnaud Toiti explique que les entreprises avec qui il travaille pourraient envisager de délocaliser en Suisse, à Londres ou à Dubaï pour continuer d'exercer, quand d'autres vont devoir se faire racheter par des acteurs plus gros ou alors même arrêter leur activité. On ose imaginer à quoi va ressembler le secteur d'ici 1 an. Pauline, on va avoir un boulot d'ici l'année prochaine quand cette réglementation, finalement, ce délai sera passé pour les acteurs du secteur. D'un côté, il va y avoir énormément de concentration, de rachat, des acteurs qui vont disparaître, et puis de l'autre, il y a des acteurs qui vont se délocaliser, Lilian. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui vont devoir se délocaliser, mais en fait c'est un sujet, on en parle depuis une éternité et on en a beaucoup parlé aussi sur ce plateau du fait que cette régulation allait
aller pousser beaucoup d'acteurs à devoir aller s'installer ailleurs, ce que je trouve à titre personnel très dommage, parce qu'on a des acteurs extrêmement pertinents. Je suis content de voir qu'un acteur comme De Block, par exemple, soit parvenu à obtenir les licences nécessaires pour continuer d'exercer. Et je trouve ça dommage que d'autres soient obligés d'aller se délocaliser ailleurs. Et j'ai des retours de certains acteurs qui peinent et qui procrastinent pas tant que ça pourtant, mais qui peinent quand même à obtenir les discussions, déjà ne serait-ce que d'avoir un rendez-vous avec l'AMF et d'avoir les discussions nécessaires, et qui sont peinés de voir que s'ils veulent continuer à exercer leur activité et à développer leur entreprise, ils sont obligés d'envisager de s'exporter à l'étranger. C'est un peu dommage, mais on le savait. On aura Goïn sur ce plateau la semaine prochaine pour savoir justement qu'est-ce qu'il y a dans ce processus finalement des entreprises pour obtenir ces agréments. On va parler aussi des monnaies de banque centrale avec vous, Pauline. Jusqu'à 30 milliards d'euros, c'est ce que pourrait coûter la mise en place du fameux euro numérique par les banques, ce grand projet de la BCE. Oui, parce que si l'euro numérique s'il venait à voir le jour, il serait gratuit pour les utilisateurs, mais effectivement, la facture risquerait d'être salée pour les banques. C'est un chiffre 30 milliards d'euros qui sort d'une étude de PwC qui a été réalisée auprès de 19 groupes bancaires et commandée par des fédérations européennes bancaires. Donc évidemment, il y a un lien avec les banques. Et en fait, selon cette étude, la mise en place de l'euro numérique pourrait coûter jusqu'à 110 millions d'euros par banque. Et donc, si on élargit par banque de ce panel et si on élargit vraiment à l'ensemble des banques de la zone euro, c'est là qu'on aboutit à ce chiffre assez colossal de 30 milliards. Comment se répartissent les coûts, justement? Comment ils ont fait pour calculer ça, Pauline? Alors, donc il y a 75% des coûts de mise en œuvre de cet euro numérique qui seraient vraiment consacrés aux aspects vraiment techniques, donc de mise en place par les banques, ou typiquement la création d'applications bancaires sur des smartphones pour pouvoir payer directement avec cet euro numérique. Donc, dans les applications techniques, il y a aussi tout ce qui concerne les infrastructures bancaires. Il y a ensuite 16% qui concernent tous les changements commerciaux qui auraient lieu donc, au sein des banques en termes de contrats avec les clients, de marketing, parce qu'il faut faire aussi de la pub pour vanter ce projet de la Banque centrale européenne. Et puis 9% restants qui concernent la partie opérationnelle des banques, donc par exemple le reporting réglementaire. Et puis l'étude a aussi évalué le coût humain parce que évidemment il y a des personnes qui travaillent au sein de ces banques et qui seraient consacrées à cet euro numérique. Et là, le panel interrogé estime qu'il y a 46% des ressources humaines qui ont les compétences pour mettre en œuvre cet euro numérique et donc au détriment d'autres projets qui pourraient être lancés, d'innovation au sein des banques. Donc ça fait quand même beaucoup d'énergie déployée pour mettre en place ce projet de la BCE. Une débauche d'énergie et d'argent, effectivement. Il faudrait savoir un petit peu plus précisément à quoi ça va servir, parce que c'est ça quand même la mission finale de cet euro numérique. On a encore du mal à voir. On sait où on en est du lancement de cet euro numérique, Pauline ? Alors, à l'automne, la Banque centrale européenne expliquera vraiment si elle peut ou non, techniquement. D'ailleurs, c'est pour ça que vous parliez en termes techniques. C'est vrai que là, je pense que le vrai plan technique sera présenté donc à l'automne 2025 pour expliquer si oui ou non elle pourra déployer cet euro digital pour une mise en place a priori autour de 2027. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour expliquer les problématiques liées à cette mise en œuvre. Déjà le coût, on n'avait jamais eu d'études à ce jour sur le coût pour les banques, mais c'est intéressant qu'on ait maintenant un chiffre. Il y a évidemment des réflexions autour de l'utilisation de l'euro numérique qui pourrait se faire un peu comme en Chine avec le yuan numérique pour vérifier aussi les transactions des utilisateurs. Donc ça, c'est pointé par les experts. Et puis même, on a un sondage récent de la Banque centrale européenne qui estime que 58% des Européens ne se sentiraient pas capables d'utiliser, ne voudraient pas utiliser l'euro numérique pour réaliser des paiements, parce qu'il y a d'autres formes évidemment de manière de payer aujourd'hui. Et donc, c'est vrai qu'on se demande si la BCE pourra vraiment mettre en place ce projet ou non. Il y a 30 milliards, il va falloir effectivement trouver des réponses, Lilian. Moi, ça me fascine que un projet comme ça coûte autant, que ça coûte autant pour un projet qu'on impose à des gens qui ne le veulent pas.
les banques ne veulent pas de l'euro numérique, les utilisateurs ne veulent pas de l'euro numérique, et on va faire dépenser 30 milliards d'euros simplement pour aller imposer quelque chose qui veut concurrencer le Bitcoin et les stablecoins parce qu'on voit que ça se développe et on veut garder notre part du gâteau. Je trouve ça fascinant, en fait, qu'on ne réalise pas que là, on est en train de foncer droit dans un mur. Personne n'en veut de cet euro numérique. Autour de vous, est-ce que vous avez déjà croisé quelqu'un qui vous dit oui, c'est vrai que j'ai besoin de cet euro numérique dans ma vie de tous les jours? C'est surtout qu'on ne sait pas à quoi ça va servir et que ça n'a pas été expliqué jusqu'à maintenant, et c'est ça le grand problème, Maxime. Et pendant ce temps-là, en plus, des banques travaillent elles-mêmes sur leur propre stablecoin. Oui. On a vu JP Morgan la semaine dernière, mais il y a aussi Forge en France, il y a Deutsche Bank en Allemagne, Santander en Espagne. Et en Europe comme aux États-Unis, ça se développe beaucoup. On m'a parlé aussi, des experts interrogés par la Tribune ont parlé de la Corée du Sud qui développe énormément les stablecoins bancaires. Donc les acteurs vont en même temps développer leur propre système de paiement blockchainisé pour concurrencer un peu Circle, Tether, les géants du numérique, et aussi les entreprises de la tech comme Amazon, comme Walmart qui veulent développer leur propre système. Et dans le même temps, on va leur imposer du coup un euro numérique qui va un peu tuer dans l'œuf cette innovation des stablecoins bancaires. C'est étrange. Lilian, pour finir. Effectivement, on a une banque centrale qui, je trouve, sort de son carcan pour aller marcher sur les plates-bandes des banques traditionnelles sur le domaine du paiement, pendant que ces banques ne peuvent pas donc effectivement aller innover dans ce secteur-là, sachant qu'elles-mêmes se font concurrencer par des acteurs de la tech comme PayPal et d'autres qui vont développer leur propre stablecoin. Donc on est dans un système où s'il n'y a pas une décision qui est prise rapidement et qu'on fait un choix, on va avoir des banques qui vont manquer le coche et on va avoir une banque centrale qui va s'effondrer avec un euro, enfin qui va se prendre le mur avec un euro numérique dont personne ne voudra. Qui va sortir gagnant de ça? Certainement pas l'Europe, et c'est ça qui nous fait un petit peu peur. C'est ce qui va déterminer l'avenir, effectivement, l'infrastructure, l'avenir de la finance de demain. Donc c'est vrai qu'il ne va pas falloir se tromper sur le choix qu'on va faire en Europe. Ce serait bien. Merci à tous les trois d'être venus. Lilian Aliaga, cofondateur d'Oak Research, Maxime Euzet, journaliste crypto à la Tribune, Pauline Armandet, journaliste crypto à BFM Business. On vous retrouve évidemment tous les jours entre 15h et 15h30 sur BFM Business, et je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Bonne journée sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.